1975, les Khmers rouges entrent à Phnom Penh et vident la ville de sa population. L'ambassade de France doit faire face à une situation hors du commun. Isolée, dépourvue de moyens, elle accueille plusieurs milliers de réfugiés dans une grande précarité. Alors que toutes les règles de la diplomatie sont bafouées par le pouvoir Khmer rouge, que faire ? Ce sont 3 semaines dramatiques de la vie d'une ambassade que nous allons vous raconter par la voix de témoins directs. Jean Dirac, le consul de France à Phnom Penh, responsable de l'ambassade durant la période, et les diplomates du ministère des Affaires étrangères. François Pochot, prêtre missionnaire. Il vit au contact de la population cambodgienne depuis 1965. En avril 1975, il prend une part active à l'organisation de l'ambassade, qu'il décrit dans Cambodge, année 0, publié en 1977. Le père Pochot vit à nouveau au Cambodge, où il est revenu après la fin du régime des Khmers rouges. François Bizot, anthropologue et spécialiste de la civilisation khmer. Il arrive en 1965 au Cambodge. En 1971, il est fait prisonnier durant plusieurs mois par les Khmers rouges. Représentant l'école française d'Extrême-Orient à Phnom Penh, il sera l'un des interprètes de l'ambassade en avril 1975. Cette expérience lui a inspiré Le Portail, publié en 2000. Albert Gay, directeur de la Société des caoutchoucs de Kopong Tom, il est chargé de l'organisation du campement français dans l'ambassade. Son témoignage inédit, rédigé à chaud en 1975, est conservé aux archives diplomatiques. Le contexte géopolitique cambodgien. Alors que la guerre fait rage au Vietnam, le Cambodge, sous la direction du prince Norodom Sihanouk, s'est efforcé de rester neutre. En 1970, Sihanouk est renversé par le maréchal Lon Nol, qui instaure une dictature pro-américaine. La rébellion communiste des Khmers rouges s'allie alors à Sihanouk, qui forme à Pékin un gouvernement en exil, le GRUNC, gouvernement royal d'union nationale du Kampuchéa. Durant 5 ans, la guerre civile déchire le pays. Bombardements et déplacements de population sont le quotidien des Cambodgiens. Les maquis khmers rouges étendent petit à petit leur emprise sur les forêts et les campagnes. Fin 1974, le régime de Lon Nol est aux abois. Les Khmers rouges occupent la majeure partie du pays et s'apprêtent à lancer une offensive générale, tandis qu'au Sud-Vietnam voisin, les troupes communistes s'apprêtent à submerger Saïgon, abandonné par les Américains. La position de la France. François Ponchard. Curieuse ambassade que celle de Phnom Penh. Hésitant sur la politique à suivre, le gouvernement français avait rappelé son ambassadeur pour consultation dès 1970. Puis le poste était resté vacant. Un chargé d'affaires par intérim expédiait les affaires courantes. Il était à son tour rentré en France en mars 1975, laissant la responsabilité de l'ambassade au consul qui devint vice-consul. La France reconnaissait le gouvernement révolutionnaire de Phnom Penh, pensant se concilier ainsi les faveurs du nouveau régime. Et voilà monsieur le vice-consul, responsable de tout, dans une situation dramatique. François Bizot. Jean Dirac fut instinctivement amené à prendre conscience du poids de ses responsabilités. Il eut d'emblée une approche humble de la situation et créa autour de lui une cellule de réflexion, chargée de l'aider à décider sur tout. Les hommes qui composèrent cette assemblée n'étaient pas spécialement avertis, mais on est toujours mieux avisé quand on pense à plusieurs. Cette circonspection lui fut reprochée par certains comme un manque d'aptitude au commandement. Nous fûmes nombreux à penser, cependant, que toute attitude inverse aurait pu aisément transformer notre radeau de fortune en un champ de carnage. Il en avait déjà vu beaucoup dans sa vie, ce vice-consul. Il avait participé au combat des brigades internationales, luttant en Espagne contre Franco. Puis il avait milité dans la résistance contre les Allemands, qu'il avait fait prisonnier et torturé. Il avait ensuite combattu dans le corps expéditionnaire d'Indochine, du Laos et au Cambodge, où il avait connu sa femme, une Laotienne.
L'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh. Depuis la veille, plusieurs dizaines de milliers d'habitants des faubourgs nord de la ville avaient afflué vers le centre de la capitale, emportant avec eux un maigre baluchon où ils avaient serré leur menu trésor, le visage tiré, les yeux effrayés. Ils sont au kilomètre 6, ils sont au kilomètre 4. Ils, c'étaient les Khmers rouges, dont la renommée précédait les troupes. Le 1er janvier 1975, à 1h précise du matin, ils avaient déclenché l'offensive générale pour la prise de Phnom Penh. Tous les canons révolutionnaires du nord, de l'est, de l'ouest, du sud s'étaient mis à tonner à la même seconde, alors que les généraux républicains célébraient le Nouvel An occidental par un réveillon bien arrosé. Depuis lors, l'étau s'était chaque jour resserré davantage. De partout, des rumeurs circulaient. Ils sont très cruels. Ils tuent les militaires qui tombent entre leurs mains ainsi que leurs familles. Ils emmènent les gens dans la forêt. Bien sûr, nous n'ajoutions guère crédit à ces bruits qui nous paraissaient inspirés par la propagande gouvernementale. Les Khmers restent Khmers. Pensions-nous, ils ne peuvent pas traiter ainsi leurs compatriotes. Récit de Jean d'Irak. En dépit des prescriptions du Quai d'Orsay, des conseils de l'ambassade et de ses appels pressants et réitérés, seulement 300 Français avaient consenti à être évacués par pont aérien les 17 et 18 mars. Induits en erreur par les rumeurs locales prévoyant le retour du prince Sihanouk, ils préféraient rester sur place. Plusieurs Cambodgiens que j'avais pressentis avaient décliné mon offre de profiter des rotations par Transal pour quitter le Cambodge. Le lundi 14 avril, vers 9h, ce fut le signal de la fin. Un couvre-feu de 24 heures sur 24 fut proclamé. Mesure d'ailleurs impossible à observer, puisque des groupes de réfugiés, auxquels se mêlaient de très nombreux déserteurs de l'armée républicaine en déroute, affluaient de toutes parts. Vers 10 heures, nous apprenions que les révolutionnaires avaient coupé la route reliant Phnom Penh à son aéroport. Les roquettes recommençaient à pleuvoir sur la ville, semant la panique et l'angoisse. Le mardi 15 avril, l'étau se resserrait encore. De gigantesques incendies embrasaient les faubourgs de la capitale. Le mercredi 16, vers 18 heures, on apprenait que les soldats gouvernementaux avaient abandonné le front nord et que les blindés se repliaient en direction de l'ambassade de France. Phnom Penh, le 15 avril 1975. Objet, situation militaire. La situation s'est brusquement aggravée au cours des dernières heures. Les troupes du FUNK paraissent avoir déclenché leur offensive générale contre la capitale. Le front se situerait actuellement de 3 à 4 km au centre de Phnom Penh, c'est-à-dire dans les faubourgs de la ville. À l'ouest, l'aéroport semble épargné. Signé d'Irak. Phnom Penh, 16 avril. Confidentiel défense. Objet, entrée des troupes du FUNK dans la capitale. Reconnaissant. Faire connaître département troupes FUNK arrivée 2 km nord ambassade de France. Aucune panique colonie française. Au petit jour de ce 17 avril, le flot de réfugiés se tarit et fit place à un silence angoissant. Les blindés en batterie près de l'ambassade de France firent mouvement vers le centre de la capitale pour se mettre en épi devant la cathédrale et le lycée Descartes, les canons dirigés vers le nord. De petites équipes de jeunes Khmers, âgés d'une quinzaine d'années à peine, tous de noir vêtus, coiffés de la casquette chinoise noire, chaussés de sandales Ho Chi Minh, bardés de grenades chinoises, de B-40, la poitrine couverte d'étranges chargeurs, entraient en silence dans la ville, surgissant de tous les côtés. Ils semblaient au bord de l'épuisement, perdus, totalement étrangers à la liesse populaire. Ils étaient les seuls à ne pas se réjouir. Phnom Penh, 17 avril, 8 heures. Des soldats Khmers rouges revêtus d'uniformes gouvernementaux se tiennent en ce moment au pied du monument aux morts 14-18 face à notre ambassade. Ils accueillent des soldats, des civils qui les acclament et brandissent des drapeaux blancs. Des échanges de coups de feu ont cependant encore lieu en direction du centre-ville. 8h10. Les troupes du FUNK, arrivées à 22h à 2 km de notre ambassade, ont brusquement repris leur progression ce matin. Elles progressent en direction du centre de la ville.
Tous les véhicules militaires qui circulent encore devant nos bâtiments essuient le feu d'armes automatiques et des mortiers. Les civils sembleraient épargnés. J'ai rappelé les consignes à nos compatriotes pour qu'ils restent prudemment à leur domicile. Bon nombre se sont réfugiés dans les locaux de ce poste. Un des PC du FUNK aurait invité les gouvernementaux à se replier au monument de l'indépendance pour préparer leur reddition inconditionnelle. Un obus de mortier vient d'exploser dans la cour de notre ambassade sans causer de victimes. Phnom Penh, 17 avril. Confidentielle défense. Après quelques combats sporadiques, les gouvernementaux ont hissé des drapeaux blancs et la fraternisation a été immédiate. Vers 9 h, de nombreux réfugiés quittent le centre de la ville pour regagner leur demeure située au nord. À 11 h, les derniers îlots de résistance des quartiers sud devraient être neutralisés. À midi, les Khmers rouges sont maîtres de la situation. Des scènes de joie se manifestent dans toutes les rues. D'autre part, les marchés des dépôts de riz ont été pillés. Les premiers Khmers rouges avaient pénétré par le nord. Ce choix, qui faisait passer les vainqueurs devant notre ambassade, réjouissait le consul. C'était, selon lui, un signe évident des révolutionnaires à notre endroit, reconnaissant des positions soutenues par la France en leur faveur. L'interprétation qui avait cours chez nous à l'époque était celle d'un soulèvement populaire, orchestré par les Khmers rouges contre l'intervention américaine au Cambodge. En ville, 14 h, récit d'Alberguet. Premier signe d'un durcissement. Les domestiques de M. Maire téléphonent pour nous informer que les Khmers rouges sont venus demander que tout le personnel parte immédiatement. Les Américains devant bombarder la ville au B-52. 16 h, ils téléphonent à nouveau pour confirmer que les Khmers rouges se font menaçants. Nous apprenons par ailleurs que des habitants ont déjà pris la route à pied en files interminables, défilant devant l'ambassade et sur les quais. Phnom Penh, 17 avril. Situation à 17 h. Les Khmers rouges font évacuer la ville d'une grande partie de ses habitants, probablement des réfugiés qui quittent maisons, hôtels, hôpitaux. En colonne ininterrompue, ils se dirigent vers l'extérieur. Certains Khmers rouges ont voulu entrer dans l'enceinte de l'ambassade. Il a fallu parlementer pour les en dissuader. L'ambassade n'a encore pu prendre contact avec aucun responsable. 18 h. En délégation avec les représentants du PNUD, de l'UNICEF, de l'OMS et du proviseur du lycée français, nous sommes allés nous présenter au QG des Khmers rouges pour faire valoir la position de la France à l'égard du nouveau gouvernement, préciser que nous avions pour mission de demeurer sur place aux fins de coopérer avec les nouvelles autorités locales, demander d'assurer notre protection en raison d'infiltration d'éléments incontrôlés dans le parc de l'ambassade. Nous avons été reçus par 3 chefs Khmers rouges, dont M. Nem, vice-président du commandement du front nord de Phnom Penh, qui ont paru sensibles à notre visite, laquelle a d'ailleurs limité, dans une certaine mesure, des actions brutales à notre encontre. Bangkok, AFP, Jean-Jacques Cazot. Phnom Penh est vide. Le Cambodge se purifie. Des millions de Khmers ont fait en un temps record retour à la source. Dans une extraordinaire migration obligatoire de la ville à la rizière, tout un peuple est appelé à une activité purificatrice. Débarrassés à jamais des besoins artificiels d'un monde occidental qui n'est pas le leur, ils pourront alors recommencer à zéro leur vie au service total d'une révolution qui vient de triompher. Silencieuse et vide, Phnom Penh est une ville morte. Vendredi 18 avril, 7 h. Récit d'Alberguet. L'inquiétude croît. Le consul de Suisse nous signale que toute la nuit, des éléments Khmers rouges ont franchi le Tonlé Sap en barque et ont également exécuté sur place un grand nombre de personnes qui, à leur sens, ne marchaient pas assez vite pour évacuer Phnom Penh. 11 h. Traversons une ville totalement vide d'habitants, où tous les magasins sont éventrés et pillés. Des dizaines de cadavres jonchent les trottoirs. Nous pensons sur le moment que ce sont les pillards pris par les Khmers rouges. En fait, ce sont les Khmers rouges eux-mêmes qui se sont livrés à des actes de vandalisme. Toutes les maisons fermées ont été ouvertes à coups de B40 ou de grenades.
À l'ambassade, l'affolement est général. Les Français affluent avec leurs voitures et quelques objets personnels hâtivement réunis, racontant chacun leur propre aventure. Un camion dépose une vingtaine de Khmers rouges devant les grilles. Interdiction formelle de sortir. Les Français peuvent entrer, mais l'officier dit qu'il fera tirer sur tous ceux qui voudraient retourner en ville. Nous sommes coincés, sans aucun recours, sans rien, aucun vêtement, aucun papier personnel, aucun ravitaillement. Bref, démunis de tout. L'ambiance est très mauvaise. Nous craignons le pire, d'autant que de nombreux Khmers se sont réfugiés dans l'ambassade en passant par-dessus le mur d'enceinte. On en dénombre plus de 2000. Les Khmers rouges se font menaçants et parlent d'investir l'ambassade si ces Khmers ne la quittent pas immédiatement. Monsieur le consul temporise, promet un recensement général pour le lendemain. Finalement, les Khmers rouges acceptent de reporter le départ de 48 heures. François Bizot. Je rejoignis l'ambassade le 19 avril, après-midi. 3000 personnes, peut-être plus, entassées partout, dans les bâtiments, dans les couloirs des services, sur le parking entre les voitures et dans les voitures. Les représentants du PNUD, de l'UNICEF, de l'ONU, de la Croix-Rouge s'étaient installés dans la résidence de l'ambassadeur. Les correspondants de presse et le groupe Médecins sans frontières occupaient les salles de réception. La communauté française campait dans les vastes locaux du centre culturel. Les agents du poste avec leurs familles, de même que les consuls honoraires d'Espagne, d'Italie, de Belgique, s'étaient réfugiés dans la chancellerie. Quant à la multitude des Cambodgiens, des Vietnamiens, des Chinois, elle s'était appropriée des dépendances du campus, la totalité du parc et chaque espace sous les auvents. La rencontre du responsable français avec les Khmers rouges commençait. La réunion avait lieu dans une salle du rez-de-chaussée de la chancellerie. Journalistes, planteurs, missionnaires, consuls honoraires, représentants d'institutions internationales, délégués d'ONG, responsables des Nations Unies, enseignants, hommes d'affaires, directeurs de sociétés, tous se pressaient librement autour de la table des négociations. 6 représentants y étaient assis, 4 Khmers rouges, le consul et un ancien prêtre qui leur servait de traducteur. Il faisait dans la pièce, basse de plafond, une chaleur accablante. Récit de Jean Dirac. À chacun de ces entretiens, je me suis efforcé de faire prévaloir la position de la France à l'égard du GRUNC et de ses autorités locales nouvelles, de faire respecter l'inviolabilité de notre ambassade, de protéger les biens de la mission, y compris du lycée Descartes, d'assurer la protection des biens et intérêts de nos ressortissants, d'accorder une autorisation de survol et d'atterrissage pour un avion français chargé de notre ravitaillement et de l'évacuation des femmes, enfants et malades, de recueillir des nouvelles de nos compatriotes disséminés au Cambodge. J'ai en outre émis des protestations devant le fait que l'enceinte de notre ambassade était devenue un camp où, contre notre regret, des réfugiés incontrôlés nous ont été imposés sous la menace des armes. Ces entretiens ont été à la fois cordiaux et empreints d'une certaine menace. Le vice-président n'a jamais fait preuve d'arrogance, mais a imposé son programme, en faisant valoir qu'il relevait des autorités militaires, lesquelles n'admettaient aucune récrimination. Les directives du vice-président du commandement du front nord de Phnom Penh chargé des étrangers étaient énoncées d'une voix à peine audible, obligeant la nombreuse assistance à un silence total. Premièrement, le commandement s'efforcerait d'assurer la protection de l'ambassade de France, dont le site et tout le matériel devaient être considérés comme butin de guerre. Deuxièmement, seuls les détenteurs d'un passeport étranger étaient autorisés à demeurer dans l'ambassade, et les Khmers, entrés illégalement, avaient ordre d'en sortir. Troisièmement, aucun étranger ne devait plus quitter l'enceinte protégée. Quatrièmement, d'autres instructions suivraient. En fait, rien n'était prévu. L'état-major révolutionnaire était pris à l'improviste. Le problème de notre présence lui était tombé dessus comme une pierre sur la lune.
Les réfugiés cambodgiens. Au matin du 17 avril, dans un élan de générosité chevaleresque, le consul avait ouvert la porte de l'ambassade à tous ceux qui voulaient entrer. Ayant reçu des ordres de Paris, où se rendant compte lui-même de la précarité de la situation, il se vit contraint d'interdire ensuite l'entrée à toute personne d'origine cambodgienne. Un vieil homme, au port très noble, demanda asile. Le gendarme de service lui répondit par un refus. Très digne, le vieillard n'insista pas et continua son chemin. C'était le prince Moniret, compagnon d'armes de Jean d'Irak, que la France avait écarté du trône royal en 1941 pour y faire monter son neveu, le jeune Norodom Sihanouk. La consigne était de ne plus laisser entrer que les étrangers munis d'un passeport. En effet, les Khmers rouges, qui nous avaient demandé la liste des étrangers réfugiés dans nos murs, jetteraient alors tous les autres sur la route. Il était à craindre que le sort de ces pauvres gens, qui avaient tenté de se soustraire au diktat révolutionnaire en demandant asile à la France, alors qu'elle n'était pas en mesure de le leur donner, fut encore bien pire que celui des autres Khmers. Beaucoup résolurent de quitter la capitale sur le champ. Plus de 2000 personnes s'esquivèrent ainsi, sans demander leur reste. Mais cette décision de ne plus accorder protection aux Khmers procédait aussi d'un autre calcul. Nous voulions le plus longtemps possible gérer nos affaires à huis clos. En d'autres termes, nous refusions tout contrôle policier Khmer rouge, au portail et intramuros, et même nous voulions barrer l'accès du périmètre à tout soldat en armes. Cette volonté d'isolement de notre part n'avait donc de sens qu'avec leur concours. En réalité, elle était insoutenable. Et je me demande encore comment nous parvînmes à l'imposer au début et à maintenir le simulacre ensuite, jusqu'au 6 mai. Pour les foyers mixtes, les dispositions prises par les Khmers rouges étaient précises. Si le mari était français et l'épouse khmer, celle-ci pouvait rester à l'ambassade avec son mari. Si au contraire le mari était khmer et l'épouse française, le mari devait quitter l'ambassade pour partager le sort de ses compatriotes. L'épouse française et les enfants pouvaient le suivre s'ils le désiraient. Le consul avait essayé de temporiser. Il avait même enregistré certains mariages fictifs, accordé quelques passeports en dernière minute, mais il n'avait pas pu faire plus. Il avait décidé de jouer la confiance avec les vainqueurs, pour éviter les contrôles gênants à l'intérieur de l'ambassade, qui auraient sans doute coûté la vie à plusieurs réfugiés. Le samedi 19 au matin, 3 personnages, haut placés dans la hiérarchie du nouveau régime, se présentèrent à la grille de l'ambassade. Nous désirons parler aux représentants de la France. À peine introduits, ils posèrent leurs conditions au préalable de toute discussion. Que les traîtres sortent de l'ambassade. Nous pourrons envisager ensuite le sort des étrangers. Les traîtres, c'étaient quelques personnalités qui avaient demandé le droit d'asile. Mais ils ont demandé asile politique à la France. Répondit L'ambassade est un refuge inviolable. Pardon, répondit le consul angoissé. Nous sommes maîtres de notre pays. Cette terre est la nôtre. Pendant une guerre révolutionnaire, il n'y a pas d'extraterritorialité ni de privilège. À vous de décider. Si les traîtres ne sortent pas, nous irons les chercher, et alors nous ne répondrons de rien. Le camarade Nem, vice-président du front nord de la ville chargé des étrangers, avait assisté à la première réunion. L'homme, d'apparence débonnaire, pouvait avoir des colères terribles. Cela se lisait dans ses yeux petits et froids, toujours en opposition avec sa mine joviale. Il émettait en permanence un contraste autour de lui, comme un signe qu'il fallait saisir, et personne ne s'y trompait. Il me fit appeler. Je traversai la rue. Les traîtres de la clique fasciste et raciste qui sont cachés dans l'ambassade doivent se rendre immédiatement. Un camion viendra les prendre à 11h. Sirik Matak et les autres valets. Tous doivent se constituer prisonniers. Aucun mal ne leur sera fait, mais ils doivent se rendre. Nem me tendit la liste qu'il avait devant lui. Interloqué, je lus le nom d'une quinzaine de personnalités du dernier gouvernement. Il y avait aussi celui d'une femme de Sihanouk, la princesse Manivan. Je vais transmettre la demande. Je traversai le boulevard et la cour au pas de course et entrai dans le bureau de Dirac. Je l'interrompis en posant devant lui la liste du Khmer rouge. Ils disent que ces gens sont ici,
et qu'ils doivent se rendre. Bon sang, comment l'ont-ils appris? Son visage devint écarlate. Impossible, impossible. Répéta-t-il sur un ton définitif en me regardant. Allons, c'est une ambassade, merde. On ne va tout de même pas les leur livrer. Ils nous ont demandé l'asile politique. Alors? Alors c'est non. D'accord, mais ça va péter en face. Je sortis du bureau et retraversai le boulevard. Camarades, Dis-je de manière aussi ferme que possible. camarades, ces personnes bénéficient du droit d'asile, c'est-à-dire qu'elles sont sous la protection de la France. En outre, la moitié de la liste est fausse. Surpris par mon intrusion, Nem m'écouta d'abord calmement. Le camarade n'a pas compris. Où ils sortent, où nous entrons. En prononçant le dernier mot, il tapa son crayon sur le bureau et me regarda fixement. Sa bouche se fronça. Un tremblement des pommettes en souleva les coins en une sorte de sourire instable. Puis, il se leva, muet, fit quelques pas et ajouta en martelant les mots. Que le camarade rapporte bien clairement ceci. Si à 11h ils ne sont pas sortis, nous irons les déloger nous-mêmes. Nous savons où ils sont. Puis-je garantir qu'ils auront la vie sauve? Demandai-je comme pour chercher un argument à la faiblesse qui me gagnait malgré moi. Bien sûr, ils seront jugés équitablement. Je ressortis dans la lumière éblouissante du boulevard. Je vis au passage des Khmers rouges, occupés à remorquer les véhicules abandonnés le long de l'ambassade. Le consul m'attendait derrière le portail. C'est hors de question. Il se fout qu'on soit sur un terrain français. Il ne veut même pas en discuter. D'ailleurs, ici ce n'est plus une ambassade, mais un centre de regroupement international. Dans moins d'une demi-heure, ils viennent les prendre. Vous avez vu dans le boulevard? Ils nettoient tout. En gros, sur le principe, tout le monde était d'accord pour refuser qu'on livre des hommes qui avaient demandé asile à la France. En même temps, chacun savait bien que nous n'avions pas les moyens d'imposer quoi que ce soit. Bon, Fit Dirac. bisous, venez avec moi. Nous nous arrêtâmes devant la porte. Le consul frappa quelques coups répétés selon un code convenu, après quoi une clé joua dans une serrure. Dans la demi-pénombre d'une espèce de bureau encombré, le prince Sirik Matak se tenait debout derrière une table. Avec lui, 2 jeunes militaires entrayés, rangers et maillots de corps, faisaient fonction d'aide de camp. Sirik Matak nous fixait des yeux. Dans son visage, dont les fortes mâchoires étaient posées sur un long cou d'oiseau, rien de crispé, seulement une interrogation. Excellence, les Khmers rouges sont devant le portail. Ils n'ignorent rien de votre présence ici. Ils vous réclament. Mais, et le droit d'asile? C'est une notion qu'ils refusent de reconnaître. Ils ont néanmoins promis la mise en place d'un procès équitable. Si vous n'acceptez pas de vous livrer vous-même, ils sont décidés à venir vous chercher. Je sais ce qu'il me reste à faire, répondit le prince avec détermination. Les 2 militaires qui l'accompagnaient s'habillèrent en même temps. Dirac fit observer qu'ils n'étaient pas sur la liste et que rien ne s'opposait à ce qu'ils restent cachés. Mais ils exprimèrent la volonté d'accompagner leur chef jusqu'au bout. Nous sortîmes dans la lumière crue. À la vue de Sirik Matak, les Khmers rouges se tournèrent vers nous. Un Chinois vérolé s'avança à la rencontre du prince, les bras ouverts, le visage grêlé, souriant, comme s'il le connaissait, ce qui était peu probable. Sirik Matak riait lui aussi, mais dans ses yeux se lisait une terreur que n'effaçait pas l'accueil surprenant du Chinois. Ils se donnèrent l'accolade, puis le Chinois, qui était manifestement le grand maître de la délégation, l'entraîna vers la Jeep. Comme on fait d'un ami. Tout le monde riait. La Jeep démarra. Le prince nous fit ses adieux du bout de la main. Du doigt, je montrai au consul des banderoles accrochées sur le boulevard. On pouvait y lire « À mort le traître Sirik Matak ». Le lendemain, Nem était posté devant le portail, avec 3 officiers khmers rouges et un groupe de soldats en armes. Ouvre, camarade. Me lança-t-il à travers la grille sur un ton qui ne souffrait aucune réplique. Nous venons inspecter les lieux. Nem semblait nerveux.
Les Khmers se dirigèrent d'eux-mêmes, sans autre considération, vers le parc où s'amassait la foule des réfugiés. Et notamment les Khmers entrés illégalement. Notre groupe déboucha sur la multitude compacte de plus d'1 millier de personnes. Entassés sous les arbres. Qui emplissaient les allées. Pêle-mêle avec les sacs. Les toiles, Les vélos, Les cartons. Formant devant nous un immense encombrement de gens accroupis ou couchés sur le sol. les révolutionnaires en noir se faufilèrent sans hésiter dans la cohue craintive, la mine patibulaire, les sourcils descendus et froncés, provoquant immédiatement une bousculade et débusquant quelques femmes en sarong qui s'enfuirent en poussant des cris, effrayés à la vue des fusils qu'ils brandissaient. « Halte !» vociféra l'un des soldats. « Halte !» Les fuyardes se figèrent instantanément. Mais l'une d'elles, éperdue, trébuchant contre les nattes et les paniers, continua sa course affolée dans la confusion. Halte ! Rugit un deuxième garde, épaulant dans sa direction, les yeux enflammés. Des ordres et des cris sauvages fusèrent de partout. Tout alla très vite. La femme en fit d'étaler d'autres qui s'enfuirent en tous sens. Un mouvement de panique s'amorça autour de nous. Les soldats armèrent leurs fusils en hurlant. Je me précipitai sur Nem, le sommant de réagir. Burn high, lança-t-il d'un seul coup, avec une voix de tête qui résonna étrangement dans le registre aigu. Ça suffit! Le vice-président du Front Nord s'avassa et tapa rageusement du plat de la main sur l'arme d'un de ses hommes tendu à sa portée. Son visage, dépourvu d'expression, devint subitement froid. Il reste quelques instants silencieux, à rouler les yeux autour de lui, la respiration haletante. Tous les Asiatiques doivent impérativement quitter le campus. Les femmes séparément des hommes. Les femmes seront regroupées dans le stade. Sur ces mots définitifs, il tourna les talons. Son corps frémissait, la fureur le défigurait. Je crois qu'il aurait tué quiconque l'eût contredit. Une chape de torpeur tomba sur le parc, sans apporter d'apaisement à ses occupants. C'est à ce moment que beaucoup de ceux qui avaient hésité à partir le premier jour décidèrent de faire leur bagage sur le champ et de quitter l'ambassade par petits groupes discrets. Quelques jours plus tard, Bizot, on vous cherche. Le gars d'en face vous réclame. tous les Khmers doivent sortir maintenant ou seront exécutés sur place. attaque Nem d'une voix ferme sans préambule. Ils vont partir, camarades. Mais peut-être pas ce soir. Il est tard. Demain, Jura-t-il, voulant bien montrer que c'était lui qui décidait au bout du compte. Camarades, je ne suis que l'interprète. Ce n'est pas à moi de répondre. Je demande à traverser le boulevard et à revenir dans quelques minutes. demain, Répéta Nem sèchement, en se levant, mais après avoir opiné à mon souhait. J'allais trouver Dirac. Or, cette obligation insupportable faisait précisément l'objet des discussions agitées qui enflammaient les interlocuteurs du consul lorsque j'entrais dans son bureau. Chacun, inconsciemment, repoussait sans cesse les délais de ce départ forcé des réfugiés, arrivant même à en sous-estimer l'urgence. Ça tombe bien, affirmai-je aussitôt, parce que c'est pour demain. Nem est pris à la gorge, il ne lâchera plus. En fait, c'est assez simple. Ou on rejette l'idée, ou on l'accepte. Si c'est non, je vais leur dire. Si c'est oui, il faut le faire au plus vite. En même temps, il faut comprendre que c'est kiff-kiff pour les Khmers. Dans les deux cas, ils seront évacués. À cette nuance près que, dans le premier, à mon avis, cela se passera beaucoup plus mal pour eux. Et peut-être pour nous aussi, mais c'est une autre question. Eh bien, déclara Dirac. Bon, vous pouvez dire à Nem que tout sera mis en œuvre pour que les réfugiés, entrés illégalement, quittent le périmètre de l'ambassade. Mais notre coopération lui sera assurée. Insistez bien là-dessus. Seulement s'il peut nous garantir qu'aucune mesure à la sortie ne sera prise à leur encontre. Ils doivent tous partir libres, sans distinction de sexe, sans aucun encadrement spécial. C'est très important. Montrez-lui que nous y tenons beaucoup. Nem était au milieu du boulevard. Il s'était calmé. Je crois qu'il ne doutait pas un seul instant de ma réponse. Les deux agents du poste avaient dû veiller tard en compagnie du consul.
pour fabriquer de faux passeports à ceux parmi les Khmers qui étaient susceptibles d'en posséder un, et donc de rester dans l'ambassade, sans trop risquer d'attirer l'attention sur eux. Épouses ou maris de ressortissants français, anciens soldats, personnel de l'hôpital, enseignants, etc. Nous devions veiller, bien entendu, à ce que les identités que nous établissions aient une certaine vraisemblance. Nous nous étions donc entourés de beaucoup de précautions, jusqu'à la falsification compliquée des registres. 53 passeports et laissez-passer furent ainsi fabriqués en faveur de 18 jeunes Cambodgiens et Vietnamiens, d'une vingtaine de femmes et d'une quinzaine de personnes âgées. Les missionnaires au complet, les médecins, les planteurs, tous les Français qui parlaient khmer s'agitaient autour de ceux qui étaient venus si malencontreusement s'échouer chez nous et qui devaient maintenant repartir. La plupart se trouvaient déjà prêts et, sans surprise, se disposaient à nous quitter. Comme une partie des Khmers était entrée dans l'ambassade à la suite d'un résident, d'un expert, d'un journaliste, qui étaient leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, beaucoup de ces protecteurs impuissants, les yeux mouillés, de larmes, aidaient aux derniers préparatifs. Plusieurs centaines de personnes se mirent en colonne, baluchons aux pieds. Leur départ fit s'ébranler le plus affreux des cortèges. Tous s'efforçaient de sourire. Mais c'était le sourire qu'on affecte en se mordant les lèvres quand on ne veut pas donner du souci à ceux qui nous aiment. Le plus terrible, pour nous qui restions, était de devoir leur cacher notre chagrin pour donner le change. À ceux que nous expulsions s'étaient mêlés un Suisse, un Français, un Vietnamien, un Italien, un Thaïlandais, un Laotien, qui auraient pu rester, eux, mais qui ne voulaient pas abandonner leurs femmes, leur mari ou leur père. En ce dernier instant, tous essayaient d'affronter la situation dignement. Ils pressentaient la vie pénible qui allait leur échoir, mais ils étaient préparés à recommencer une nouvelle existence. Beaucoup plaisantaient pour se donner du courage, pour dédramatiser la situation et pour minimiser aussi notre honte. Une grande blonde italienne faisait rire en déclarant qu'il était hors de question, Khmer rouge ou pas, qu'elle laissât son homme partir à l'aventure pour qu'il en trouve une plus jeune en route. Mais au fond des yeux se lisait la frayeur qui habitait chacun d'entre eux. Nem s'adressa au cortège. Compatriotes aînés et cadets, hommes et femmes, ouvriers, fonctionnaires, paysans, en tant que vice-président du Front Nord de la ville, je souhaite à tous la bienvenue aux travailleurs de toutes couches et de toute classe sociale. L'ANCAR a procédé à l'examen de la grande victoire historique remportée par le peuple du Kampuchea, qui a totalement défait la guerre d'agression des impérialistes américains et de leurs valets. Les usines, rivières, champs, voies de communication, écoles, hôpitaux, maisons d'habitation, pagodes des villes et des campagnes sont en grande partie anéanties. Camarades, la patrie chérie a besoin des efforts de chacun et vous invite à participer avec enthousiasme à la production nationale, de concert avec les cadres, depuis les ministres jusqu'aux échelons de communes et de villages, depuis les cadres supérieurs jusqu'aux combattants et combattantes, pour cultiver à la fois le riz hâtif et le riz lourd, et pratiquer la culture du bananier, des patates, du manioc, etc. C'est la raison pour laquelle je vous demande de quitter sans crainte la capitale, de rester groupés, sans tenter de retourner au centre-ville, dont l'accès est désormais interdit. Vous devrez suivre ensuite les instructions qui vous seront données. La tirade inspirée de Nem semblait moins destinée à rassurer les Khmers qu'à contenter les autorités françaises et l'opinion des étrangers qui s'étaient amassés dans la cour pour l'écouter. Vers 10 heures donc, une douloureuse colonne d'environ 800 personnes franchit sans violence la porte de l'ambassade pour un avenir inconnu. Un pharmacien khmer faisait partie de ce groupe. Il raconte ce qui s'est passé après sa sortie. Nous avons été emmenés au stade Lambert, à 200 mètres de l'ambassade. Là, les Khmers rouges ont opéré un premier tri. Ils nous ont demandé de dévoiler franchement notre identité et d'inscrire nos noms sur l'une des 3 listes,
militaires, fonctionnaires, peuple. Puis les militaires ont été emmenés en camion. Le lendemain matin, les Khmers rouges sont revenus et ont appelé un certain nombre de personnes suivant une liste qu'ils avaient préparée et les ont emmenés. Ensuite, ils nous ont dit de partir vers le nord pour nous adonner à la construction du pays. L'ambassade de France, les réfugiés et l'organisation. Après ce départ, nous étions environ 600 étrangers à l'ambassade. De temps en temps arrivait telle ou telle famille française qui était partie avec la population phnom-pénoise, mais que les Khmers rouges ramenaient vers la capitale. Vers la fin de notre séjour, 400 ressortissants pakistanais furent également introduits à l'ambassade. Les nouveaux arrivants se joignaient au groupe, ou plutôt y cherchaient leur place, car certains Européens, se prenant pour les plus grandes victimes de la Révolution, ne songeaient qu'à eux-mêmes. Récit de Jean Dirac en mai 1975. L'ambassade du RSS a été forcée et fouillée à de nombreuses reprises. Les diplomates présents ont été ligotés. L'ambassade de la RDA a été elle aussi fouillée. Le chef de mission en a été fortement traumatisé. Notre ambassade est la seule à avoir été épargnée et de ce fait est devenue le centre de regroupement de tous les étrangers. L'après-midi du samedi 19 avril amena une petite diversion. 4 hommes et 3 femmes blondes étaient introduits dans l'ambassade, les mains liées dans le dos, le canon des soldats khmers les surveillant de près. C'étaient les diplomates d'Union soviétique et de l'Allemagne de l'Est. Les soviétiques avaient affiché en grosses lettres sur les portes de leur ambassade des écriteaux en français, ainsi libellés. « Nous sommes communistes, nous sommes vos frères. Présentez-vous avec un interprète parlant français. » Les jeunes Khmers rouges avaient lu les panneaux, sans doute sans les comprendre, puis, suprême ironie du sort, avaient ouvert les portes à coups de B-40 soviétiques. Durant leur séjour forcé à l'ambassade de France, les diplomates soviétiques seront de piètres représentants de l'idéal égalitaire et fraternel dont ils se réclament. Demeurant toujours entre eux, sans se mêler à leurs compagnons d'infortune, ils iront jusqu'à refuser de partager leurs réserves de nourriture. 2 couples de professeurs français arrivèrent quelques jours plus tard. L'un des hommes, inscrit au PCF, croyait militer activement pour la Révolution. L'autre avait revêtu pour la circonstance l'uniforme des Khmers rouges. Ils n'eurent pas droit à plus d'égards que les autres étrangers, car on ne joue pas les révolutionnaires avec les gens qui font effectivement la révolution. Conduits manu militari à l'ambassade, ils avaient pris soin, au préalable, de charger leurs biens personnels dans un GMC. Récit d'Albert Gay. Depuis le 18 avril, nous avons installé un tour de garde. Il faut toujours quelqu'un à la grille pour parlementer et empêcher l'entrée des Khmers rouges afin de conserver l'extraterritorialité des lieux. Très difficile de faire comprendre aux soldats qu'il s'agit d'une ambassade, donc d'un territoire inviolable. Pour eux, c'est le pays khmer et ils sont les maîtres. Véritable jeu de patience, il faut faire très attention. Le moindre geste, la moindre réponse plus ou moins bien comprise peuvent être le début du massacre. Enfin, nous avons encore de l'eau et de l'électricité. Nous nous répartissons les tâches du camp, formation par groupe de nationalité et ou affinité, afin de procéder à une distribution équitable des maigres provisions de l'ambassade et de ce que les Khmers rouges ont promis de nous fournir. En tant que président des anciens combattants du Cambodge, je suis désigné par monsieur le consul pour organiser le camp français. Recensement, vérification des papiers, hygiène, etc. En fait, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, ni même de penser à la catastrophe qui vient de s'abattre sur nous, et c'est un bien pour le moral. Phnom Penh, 25 avril. Télégramme du médecin-chef Réville. L'état sanitaire du camp de regroupement installé dans l'enceinte de l'ambassade de France, où sont maintenant concentrés tous les étrangers, ne peut plus être contrôlé par les médecins militaires. Un début d'épidémie de dysenterie a nécessité l'évacuation et l'isolement de 20 enfants. La morbidité par affection intestinale et infection cutanée atteint environ un quart de la population du camp.
l'alimentation est insuffisante en protides et en vitamines. La pullulation des mouches aggrave le problème fécal. Les conditions hygiéniques sont déplorables. L'arrivée massive de nouveaux internés pakistanais vient d'aggraver le problème déjà arrivé au point de rupture. Les réserves de médicaments sont épuisées. La situation sanitaire laisse prévoir des épidémies de dysenterie qui seront catastrophiques dans l'état de sous-alimentation de la population entassée, sans aucun moyen valable de traitement. La survie de la représentation française nécessite une évacuation urgente. Le 25 avril, Nem, par un message aux gendarmes, avait fait savoir qu'il m'attendait. L'ambassade doit immédiatement interrompre ses émissions réception radio. Je veux une réunion avant ce soir avec le consul. Cet ordre, en totale violation des accords internationaux, visait à couper complètement le cordon ombilical qui nous reliait encore à notre mère patrie. Il s'agissait d'une véritable catastrophe. Dirac décida d'ouvrir les bureaux de l'ambassade pour donner à l'entrevue un cadre plus solennel. Grâce aux gendarmes, dont l'uniforme comptait beaucoup dans l'esbrouf que nous continuions d'exercer sur tous nos visiteurs, nous nous entêtâmes pour que l'escorte armée qui accompagnait Nem demeurât au portail. Cela dit, nous fîmes semblant de ne pas voir les deux officiers enfouir sur leurs chemises les revolvers qu'ils portaient à la ceinture. Nem répéta, en détachant les mots, d'une voix solennelle, c'est-à-dire dans une sorte de murmure inaudible, ce que j'avais déjà rapporté au consul. Arrêt immédiat de toutes les émissions-réceptions du poste. Non. Répondez que c'est impossible, riposta Dirac. J'exige au moins une liaison quotidienne avec Paris. Les Français ne sont plus en position de refuser ou d'imposer quoi que ce soit. Martela Nem, toutes narines ouvertes, en serrant des dents. Vous devez tout arrêter. Il n'y a pas lieu d'en dire plus. Quelques jours plus tard, ce fut soudain le branle-bas au portail. Personne n'avait prévu la menace. Nem demandait à entrer immédiatement avec une dizaine de soldats armés, de bazookas et de fusils mitrailleurs. Il voulait s'assurer de la neutralisation des services radio. Dites au président que les clés arrivent dans un instant. Me lança Dirac. Il souriait à Nem en opinion du chef de façon rassurante. En fait, il avait toutes les raisons d'être inquiet, car les émissions n'avaient jamais cessé. Quelqu'un apporta les clés et on les fit jouer dans la serrure. La porte s'ouvrit d'elle-même, débloquée de l'intérieur. À l'évidence, les deux stations venaient juste d'être éteintes. Elles étaient encore chaudes. Sans dire un mot, le souffle court, Nem ordonna de retirer l'alimentation des deux postes. Les yeux dans les yeux, nous lui jurâmes nos grands dieux qu'il se méprenait, même si les apparences nous donnaient tort. J'appris plus tard que nous avions continué de recevoir et d'émettre en cachette, et qu'il existait même une autre station radio, dissimulée derrière les bureaux consulaires. Le rapatriement des étrangers. Le vice-président du commandement du front nord de Phnom Penh chargé des étrangers. Très urgent. Destinataires, les représentants de la France, de la Suisse, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'URSS, de la Belgique et de la Hollande par le canal du consul de France. Lors de sa réunion en date du 25 avril 1975, le Conseil des ministres du gouvernement royal d'Union nationale du Kampuchea a décidé ce qui suit. Étant donné que les relations diplomatiques avec les autres pays ne sont pas encore entrées en application du fait que le GRUNC s'emploie pour l'instant à rétablir la stabilité, le gouvernement royal d'Union nationale du Kampuchea a décidé d'inviter tous les étrangers encore dans la ville de Phnom Penh à quitter le pays à partir du 30 avril 1975. Lorsque plus tard la situation sera stabilisée, le GRUNC examinera la question du rétablissement des relations diplomatiques. Le GRUNC a décidé d'acheminer tous les étrangers par voie routière de Phnom Penh à Phoi Phet. Et chaque pays concerné devra prendre en charge ses ressortissants à partir de Phoi Phet. Fait à Phnom Penh le 25 avril 1975, signé Nem. Représentation de la République française au Cambodge. Phnom Penh,
le 25 avril 1975. Le représentant de la République française à Phnom Penh vous présente ses compliments et a l'honneur de vous demander de procéder à l'évacuation des Français et, sauf objection de votre part, des ressortissants des pays dont les gouvernements en manifesteraient le désir. Dans cette expectative, le gouvernement de la République française souhaiterait obtenir une autorisation de survol et d'atterrissage. Le représentant de la République française vous serait reconnaissant de bien vouloir lui faire parvenir votre accord et saisit cette occasion pour vous renouveler les assurances de sa haute considération. Signé Dirac. Paris, le 29 avril. Note du ministère des Affaires étrangères. À la situation critique sur le plan sanitaire et alimentaire que connaissent depuis bientôt 15 jours les personnes confinées dans notre ambassade à Phnom Penh, s'ajoute, depuis le 26 avril, l'impossibilité où se trouve notre vice-consul de communiquer avec l'extérieur à la suite de l'injonction qui lui a été faite de remettre aux autorités locales ses moyens de communication radio. Nous avons dans ces conditions insisté instamment auprès de tous nos interlocuteurs accessibles du GRUNC pour que notre avion Transal, chargé de vivres et de médicaments se trouvant à Vientiane, soit autorisé à atterrir à Phnom Penh et à évacuer les cas les plus urgents. Aucune réponse satisfaisante ne nous a jusqu'à été présent fournie par les dirigeants du GRUNC de l'extérieur, qui paraissent dépourvus de moyens d'action efficaces. Nous avons d'autre part informé de cette situation les gouvernements des principaux pays ayant des ressortissants à Phnom Penh, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, ainsi que le CICR. La mission du GRUNC à Paris a rendu public, le 29 avril, un communiqué du ministère des Affaires étrangères de son gouvernement, indiquant que les missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du régime traître de Phnom Penh ne sont pas admises à faire valoir auprès du gouvernement royal d'Union nationale du Kampuchéa le bénéfice des privilèges et immunités reconnus par les usages et conventions en matière diplomatique. Le communiqué ajoute que le GRUNC n'acceptait pas la succession du régime traître de Phnom Penh. Le lendemain matin, le consul réunit autour de lui et de son conseil, dans la salle de réception de la chancellerie, les délégués de la presse, les responsables des organismes internationaux, les consuls honoraires, les médecins, les responsables de section, etc., pour discuter et établir la liste nominative des évacués du premier convoi. En effet, les Khmers rouges ne pouvaient guère rassembler plus d'une vingtaine de camions. Il fallait donc prévoir au moins 2 voyages et prendre les dispositions sanitaires et logistiques nécessaires pour une opération de plusieurs jours, couvrant une distance de 450 km environ, en grande partie sur des pistes de brousse, tous les ponts étant détruits et les routes creusées en touche de piano. La population du campus s'élevait très exactement à 1046 personnes, soit 656 Français et 390 étrangers. Une première liste de 513 réfugiés, comprenant 100 étrangers, fut établie sur la base de 20 personnes par camion. Beaucoup de réfugiés furent immédiatement saisis de terreur. Ils virent, dans ce départ incompréhensible, l'aéroport était utilisable, une mise en scène infernale destinée à nous faire tous disparaître selon un plan préétabli comme cela avait eu lieu au stade olympique, où fonctionnaires et militaires avaient été priés de se rendre dès le premier jour, puis triés en fonction de leur grade et de leur corps, et enfin exécutés par groupes séparés. Mais un plus grand nombre demeurait impatient de sortir de la situation intenable dans laquelle nous nous trouvions, et voulait quitter l'ambassade, coûte que coûte, au plus vite. La nuit du 30 avril fut courte. Les Khmers rouges amenèrent 27 camions devant le portail, bien avant le lever du jour. Les engins, couverts de bâches jaunes rougies par la boue des pistes, manœuvrèrent pendant des heures dans l'avenue immobile. Nem surveillait lui-même les opérations. C'est lui qui allait acheminer le convoi sur la frontière. Nous étions convenus qu'avant d'entrer en Thaïlande, André Pasquier, le délégué du CICR, confierait au dernier moment un pli à Nem. Les mots codés qu'il nous transmettrait ainsi et sur lesquels nous nous étions mis d'accord nous donneraient des indications précises concernant les conditions réelles de ce voyage qui nous inquiétait beaucoup. Dans le pire des cas, c'est ce que nombre d'entre nous craignaient, Nem n'aurait à son retour aucun message à nous remettre.
Ceux qui devaient partir se réunirent avec leurs affaires. En plus de la réserve individuelle et obligatoire d'eau potable, chacun emportait son unique bagage dont il avait trié avec soin le contenu. Les Khmers rouges devaient procéder à des fouilles au moment du contrôle des passeports. Toute erreur pouvait être à l'origine d'un drame. Nos gardes s'arrêtaient avec minutie sur la plus petite faute dans les noms, dont il fallait que l'orthographe soit rigoureusement la même que celle des passeports. Les copies remises aux Khmers rouges devaient strictement correspondre à l'original que nous gardions. Ils voulaient qu'elles fussent impeccables, tapées à la machine, en 4 exemplaires avec des carbones, sans aucune rature, ni le moindre ajout à la main. Mieux qu'un tampon ou une signature, c'était la forme dactylographiée du document que nous fabriquions qui importait à leurs yeux, et qui seule semblait en garantir l'authenticité. Nem nous laissa procéder aux manœuvres de l'embarquement, camion par camion. À haute voix, je dénombrais une dernière fois les passagers en les pointant, sous le contrôle d'une équipe de soldats qui les examinait par-dessus la ridelle. 1, 2, 3, 4, etc. Des clandestins effrayés, à même le cambouis sur la tôle, s'étaient glissés sous les paquets et les paniers, quand ce n'était pas un photographe qui voulait avant tout échapper à la fouille, aux grandes dames des passagers en règle qui me jetaient des coups d'œil angoissés. Il fut également possible de faire embarquer en cachette un certain nombre de Khmers aux abois. Des jeunes femmes surtout, demeuraient courageusement accrochées à leurs amants, et qui, tremblantes, se coulèrent entre les fils des légaux qui grimpaient sous la bâche, comptant sur l'inefficacité des mesures de police. Le convoi s'ébranla sous un nuage de fumée. Le convoi partait à travers une ville déserte. Toutes les maisons pillées, portes éventrées, meubles dans la rue, voitures à l'abandon. Nous dépassons l'aéroport de Pochentong, où nous avons pu voir que pratiquement tous les avions sur place avaient été détruits systématiquement. Plus nous avançons, plus nous voyons de traces de la guerre. Villages totalement détruits, carcasses de voitures et de camions incendiés. Nous dénombrons quelques 40 cadavres humains dans les fossés, sans sépulture, dégageant une odeur pestilentielle. Pendant ces 2 premières journées, 2 seules distributions de riz cuit avec un peu de porc. Pas d'eau potable, sauf celle des marigots ou celle croupissant dans quelques jarres trouvées dans des maisons plus ou moins abandonnées. Enfin, le 3 mai vers 10h30, nous arrivons à Poipet, but du voyage. Petite ville de quelques 15 000 habitants, entièrement vidée de sa population comme toutes les autres. Rien à boire, rien à manger, aucune importance. Nous sommes au bout de nos peines. Le pont de la Liberté est devant nous, à quelques 100 mètres, et nous voyons la foule qui nous attend côté Thaïlande. Enfin, à 11h30, le premier camion s'avance vers la barrière et commence à décharger ses passagers qui immédiatement traversent le pont. Vers 12h30, c'est notre tour. Le chef du convoi, un colonel Khmer rouge, me dit au passage « au revoir » en français. Après quelques dizaines de mètres, nous rejoignons d'énormes bus qui nous emmèneront d'abord au centre de vérification des passeports, de la Croix-Rouge, de la douane et de la première bière bien glacée depuis 15 jours. L'attente des convois depuis la frontière thaï. 1er mai, télégramme de l'ambassadeur de France en Thaïlande. C'est seulement à 16h30 heure locale que j'ai pu entrer en contact avec un responsable cambodgien venu de Poipet à la frontière khmero-thaïlandaise. L'entretien a eu lieu sur le pont frontalier, à travers les barbelés, par le truchement d'une journaliste thaï parlant à la fois le français et le cambodgien. Il a été détendu, mais parfaitement stérile. Mon interlocuteur m'a bien confirmé qu'il avait été avisé par Phnom Penh de l'arrivée prochaine d'un convoi de réfugiés, mais il n'a pas été en mesure de préciser la date de départ du convoi, sa localisation actuelle, sa composition, ni la date probable de son arrivée. Il m'a dit qu'il se trouverait de nouveau au même endroit demain, le 2 mai, à 13h. Par ailleurs, j'ai pu vérifier sur place l'aménagement du poste de secours, équipé par la Croix-Rouge. Il me paraît répondre aux besoins.
Les autorités thaïs se montrent de leur côté coopératives. Toutefois, le mystère dont continue à être entourée l'opération d'évacuation me paraît franchement préoccupant. Signé Tofin. 2 mai. Contrairement à ce qui avait été convenu hier, le responsable local cambodgien ne s'est pas présenté au poste frontière. Par ailleurs, les gardes Khmer Rouge ont été retirés de 500 mètres, de façon, de toute évidence, qu'il n'ait pas de conversation avec Thaïlandais et Européens, comme ce fut le cas ces derniers jours. Aucune nouvelle information n'est parvenue sur le convoi attendu, ni sur le sort des réfugiés de notre ambassade. 3 mai. D'après une communication reçue à l'instant, les 600 personnes évacuées de notre ambassade sont arrivées à la frontière à 10h20. Elles doivent incessamment franchir le pont frontière. De la part de M. Bonnefou. Le premier contingent a gagné la frontière à 10h30. Sont attendues dans les prochaines heures plus de 500 personnes, dont une centaine recueillies en route. D'après les journalistes ayant déjà franchi la frontière, l'état sanitaire des réfugiés est très satisfaisant. Mais un incident grave reste à déplorer. Un bébé déjà gravement malade est mort en route. Les journalistes faisant partie des réfugiés se sont imposés le silence jusqu'à l'arrivée en Thaïlande de nos derniers compatriotes, soit probablement le 8 mai. Dans l'intérêt de ceux-ci, j'insiste auprès du département pour que cette sage consigne soit, de même, observée par tous à Paris. Je tiens de M. Morin, proviseur du lycée, qui dirige le convoi, que le 29 avril, 100 de nos compatriotes, dont M. Dirac, restaient à l'ambassade, plus 150 étrangers. Un deuxième convoi arrivera avec toutes ces personnes. Fermeture de l'ambassade. Phnom Penh à l'ambassade. Après le départ du premier convoi, nous nous retrouvâmes dans un espace que nous ne savions plus sonder, subitement privés d'une partie de notre communauté, dont nous sentîmes la présence encore longtemps, comme celle d'un membre amputé. D'un seul coup, rien n'eut de valeur. Il nous fallut tout chambarder, nos marques, nos habitudes, notre manière de dormir. Le 5 mai au matin, nous étions toujours sans nouvelles du premier convoi, alors que nous devions en principe partir le lendemain. Il ne pouvait être question que nous nous précipitions à notre tour dans des camions sans avoir reçu certaines des garanties que nous attendions de Nem. Il ne fit son apparition qu'en milieu de journée, mais avec des messages rassurants de Pasquier, qui était maintenant en Thaïlande. Une agitation générale, mêlée d'émotion et de fièvre, gagna le dedans et le dehors de notre communauté. Les camions chinois viendraient nous prendre dans la nuit pour partir le plus tôt possible. À 10h du soir, Dirac ordonna un petit rassemblement, aussi bref que pathétique, devant le mât planté au milieu de la cour, dans un boulingrin terreux entouré de galets blancs, et au sommet duquel flottait toujours le drapeau tricolore. Les gendarmes, au garde-à-vous, rentrèrent les couleurs. Télégramme de l'ambassadeur en Thaïlande. L'embarquement du second convoi a eu lieu le 6 mai à 2h30 du matin dans des camions militaires sous la garde de soldats en armes. Le nombre de véhicules étant insuffisant, nos ressortissants s'y sont trouvés entassés de façon très inconfortable. Les Khmers rouges ont offert à M. Dirac une place dans une Jeep. Notre consul a décliné cette offre, déclarant vouloir partager le sort de ses compatriotes. Assisté à l'embarquement, le vice-président du commandement du front nord de Phnom Penh chargeait à des étrangers en tenue militaire. Ce dernier avait déclaré la veille à notre consul que tous les biens, meubles et immeubles dépendant de notre mission devaient être considérés comme butin de guerre, car l'ambassade avait collaboré avec l'Ancien Régime. En contestant et passant outre les protestations de M. Dirac, il a refusé catégoriquement, au moment du départ, la pose de scellés et exigé que toutes les portes extérieures et intérieures restent ouvertes, les clés respectives étant laissées sur les serrures. 8 mai. Le convoi vient d'arriver à la frontière, 9h15 heure locale. 8 mai au soir. Le nombre de Français ayant passé aujourd'hui la frontière s'élève à 236.
Encore faut-il préciser que ce chiffre comprend 15 étrangers qui, pour des raisons humanitaires évidentes, ne pouvaient, arrivés en Thaïlande, être rejetés par notre refus du côté khmer où ils se seraient trouvés en danger de mort. Presque tous sont des enfants ou beaux-parents de nos compatriotes. Il va de soi que le patronage ainsi accordé par nos soins ne nous engage nullement à les envoyer tous en France à nos frais. 9 mai, M. Dirac quittera Bangkok par vol AF 195 samedi 10 mai. Son arrivée est attendue vers 14 h à Charles de Gaulle. Une caisse de 30 kg d'archives du poste se trouvera dans ses bagages. Il sera porteur de la liste de nos compatriotes se trouvant encore au Cambodge, ainsi que des fiches pour faciliter l'accueil à Paris. Épilogue. Vidé de sa population, dépouillé de ses biens, Phnom Penh, perle du sud asiatique, aux larges avenues ombragées, est devenue une ville fantôme, retournant peu à peu à la forêt. De nombreuses pelouses se sont couvertes de bananiers, afin qu'aucun pouce de terrain ne soit perdu. La ville ne compte guère plus de 20 000 habitants, comprenant uniquement des Khmers rouges et leurs familles. Les ouvriers vivent dans les quartiers périphériques, près de leurs usines, mais ne peuvent entrer en ville. Les Khmers rouges célibataires sont groupés. Les garçons vivent d'un côté de la rue et les filles de l'autre. Les différents ministères du gouvernement révolutionnaire ont un personnel réduit au strict minimum. La plupart ne possèdent même pas de bureau. Phnom Penh, la corrompue, est devenue vertueuse et spartiate.